avez confiance en vous, je veux dire, vraiment confiance? Moi, là maintenant? Moyen. D'ailleurs, si j'avais écouté mon penchant naturel, je serais volontiers restée chez moi ce soir. Ça m'aurait évité un certain trac avant de monter ici sur scène. Mais j'ai décidé d'activer une de mes ressources. C'est le goût des défis et la curiosité aussi. À votre avis, quel pourcentage de la population connaît vraiment ses ressources, ses compétences, ses talents personnels? Vous avez une idée? La réponse, c'est moins d'un tiers des personnes. Ça veut dire qu'entre vous et moi ici ce soir, moins d'une personne sur 3 seulement connaît vraiment ses compétences. Pas énorme, non? Mais comment se fait-il qu'on connaisse aussi mal nos ressources? Le cerveau de l'être humain est en fait programmé pour se focaliser davantage sur le négatif, les problèmes, les failles, les dangers qui nous guettent. Et c'est d'ailleurs fonctionnel. C'est ce qui a permis l'évolution. Si l'homme préhistorique n'avait pas été attentif à tous les dangers qui le guettaient de partout, sans doute qu'il n'aurait pas survécu. Prenons un exemple plus concret. Imaginons que vous êtes en train de vous promener dans cette magnifique forêt au Canada. Vous admirez la beauté du lac bleu-azur, la couleur des arbres, des montagnes. Vous entendez au loin le chant des oiseaux. Vous sentez la sensation agréable de chaleur du soleil sur votre peau. Quand tout à coup apparaît en face de vous un grizzly. Bon, celui-là a l'air encore relativement sympathique. Mais imaginons qu'il s'approche de vous et vous fait face d'un air menaçant. À cet instant précis, vous allez ressentir de la peur, voire même de la panique. À ce moment, votre champ d'attention, vos comportements, vos pensées vont se restreindre, se focaliser sur une seule dimension, votre survie. Et dans cet exemple précis, où votre vie est en danger, c'est évidemment une bonne chose que vous soyez concentré sur votre survie uniquement et pas en train d'admirer la beauté du lac bleu-azur ou encore d'écouter le chant des oiseaux. Par contre, si en permanence, dans votre quotidien, à chaque instant, vous êtes constamment focalisé sur les problèmes, les dangers qui vous guettent, alors là, ce serait beaucoup moins positif. Sauf si vous avez des grizzlies qui vous guettent à tous les coins de rue. Sait-on jamais? Ce que les chercheurs en psychologie ont en fait trouvé, c'est que lorsqu'on ressent une émotion négative, comme de la peur, de la tristesse, de la colère, alors en effet, notre champ d'attention se réduit, se restreint et se focalise sur une seule dimension. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'inverse, lorsqu'on ressent une émotion positive, comme de la joie, de la fierté, du bien-être, alors c'est l'inverse qui se produit. Notre champ d'attention s'agrandit, s'élargit. On devient plus créatif, plus flexible. Plus concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez un problème à résoudre dans votre quotidien et que vous arrivez à mettre de l'humour ou une émotion positive dans cette situation, alors vous trouverez plus facilement des solutions à vos problèmes, parce que vous prendrez en compte l'ensemble des dimensions possibles. Pas si facile donc de profiter pleinement de la beauté de ce paysage. Il y a les dangers réels qui nous guettent, mais il y a aussi l'état émotionnel dans lequel on se trouve au moment de la balade. Si on imagine que vous vous êtes fait licencier la veille de votre balade, il y a de fortes chances pour qu'au lieu d'être subjugué par la beauté du paysage, vous soyez plutôt en train de ruminer, de ressasser votre licenciement. Imaginez maintenant pendant une seconde ce que des personnes qui souffrent de dépression, d'angoisse, d'alcoolisme pourraient percevoir dans ce paysage. Il y a de fortes chances pour qu'une personne souffrant de dépression, au lieu de voir la beauté de ces montagnes, elle voie plutôt ceci. Voire même, si elle va très mal, il se peut qu'elle voie ça.
Quant à la personne angoissée, avant même l'arrivée du premier grizzly, il se pourrait qu'elle voie déjà ça. Quant à la personne souffrant d'alcoolisme et en manque d'alcool au moment de la balade, il se peut qu'au lieu de voir des montagnes, elle voie ça, un doux mélange. En tant que psychologue, je me suis alors posé une question. Ces personnes qui souffrent de dépression, d'angoisse, d'alcoolisme ou de schizophrénie, connaissent-elles leurs ressources, leurs compétences? Ont-elles confiance en elles? Pas sûr. D'autant plus que dans les hôpitaux psychiatriques, on s'intéresse en général davantage aux symptômes des patients, à leurs problèmes, dans l'idée de les réduire, de les diminuer. Mais du coup, on ne s'intéresse pas tellement à leurs ressources, leurs compétences, dans l'idée de les augmenter, les amplifier. Et pourtant, des études récentes en psychologie ont montré que lorsqu'on considère les ressources, les compétences chez un patient, alors ces symptômes diminuent plus rapidement. Voici d'ailleurs comment l'OMS définit la santé, comme un état de complet bien-être, physique, mental et social, et pas juste l'absence de pathologie ou d'infirmité. Si la première partie de la phrase peut paraître un peu utopique ou difficile à atteindre pour tout un chacun finalement, ce qui m'intéresse ici, c'est surtout la deuxième partie. Être en bonne santé, c'est pas juste ne plus avoir d'angoisse, ne plus avoir de déprime. C'est aussi et surtout ressentir des états de bien-être, des émotions positives, agréables. C'est pour cette raison que j'ai décidé de m'intéresser plus uniquement aux symptômes de mes patients, mais aussi à leurs compétences. Et alors, j'ai décidé de développer un nouvel outil qui nous donne une sorte de photographie la plus complète possible de l'ensemble des ressources chez un patient. Au moment où je me suis lancée dans cette aventure, j'étais assez naïve, ou alors très optimiste, c'est selon. En tout cas, j'étais sûre qu'il existait déjà plein d'outils de la sorte. La réalité a été très différente. Ce genre d'outils sont très rares, voire même inexistants. Alors, sur quoi est-ce que je me suis basée pour pouvoir développer mon nouvel outil? Je me suis basée sur les recherches empiriques qui portent sur le bien-être, le bonheur. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Vaste sujet, en effet. La science, la psychologie, a tenté de répondre à cette question et a constaté que pour être heureux, il faut 3 dimensions essentielles. La première, c'est ce qu'on appelle la vie agréable. Pour ça, il faut augmenter, maximiser les émotions positives, les sensations agréables dans votre vie. Et il faut minimiser, diminuer les émotions négatives, la souffrance. Le problème, il y en a 2 en fait. Le premier, c'est que si je vous donne à déguster un de ces succulents chocolats, le premier, vous allez me dire « incroyable ». Le 4e que je vous donnerai, ouais, sympa. Et lorsque vous aurez mangé la boîte entière, vous aurez une indigestion. On s'habitue très vite à ce genre de bonheur. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a des souffrances, des douleurs dans la vie qui font partie de l'existence et qu'on ne peut pas juste décider d'enlever. Alors cette dimension, si c'est une des dimensions du bonheur, c'est la moins importante des 3. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Alors quelles sont les 2 autres dimensions pour être heureux? La deuxième, c'est ce qu'on appelle la vie engagée. Pour ça, imaginons que vous soyez quelqu'un de drôle, de créatif, de curieux. Alors il faudra déjà prendre conscience, identifier ces ressources en vous et ensuite les utiliser dans votre travail, vos loisirs, vos relations sociales, votre quotidien, le plus souvent possible. Et grâce à ça, vous ressentirez davantage d'engagement, de passion. La 3e dimension, c'est la vie pleine de sens. Pour ça, il faut des amis, une famille, un travail qui donnent du sens à votre vie, qui correspondent à qui vous êtes vraiment, à vos valeurs. Mon outil découle de ces 3 dimensions. Il se base sur un jeu de cartes pour garder un aspect ludique qui motive les patients.
En effet, on a constaté que les questionnaires classiques ne sont pas toujours adaptés aux patients psychiatriques. D'une part, ils ne sont pas très motivants à remplir, et d'autre part, pour des patients qui ont des difficultés cognitives ou langagières, ce n'est pas toujours très adapté. Alors nous, on leur propose de faire un jeu de cartes. Ils trient les cartes en fonction des ressources qui leur correspondent. Alors, qu'est-ce qu'on mesure exactement dans cet outil? On mesure 31 ressources différentes. La première, ce sont les qualités personnelles, comme le fait d'être curieux, drôle, optimiste. La deuxième, ce sont les loisirs, les passions, comme le sport, les activités créatives, la musique. Et la troisième, ce sont les ressources externes, comme les amis, la famille, la nature. Une fois mon outil créé, je me suis rendue à l'hôpital psychiatrique pour le tester. Et là, je suis arrivée, toute contente, avec mon outil sous le bras, et j'ai déchanté. Parce que la plupart des patients que je rencontrais me disaient « Oula, ça ne sert à rien de faire cet outil avec moi, j'ai que des symptômes, j'ai aucune ressource. » Et pourtant, la plupart des patients se laissaient convaincre, ils se laissaient prendre au jeu. Et à la fin de l'entretien, ces mêmes personnes me disaient « Ah ouais, vous aviez raison, c'est des ressources, des compétences que j'ai en moi. C'est des choses que je ne voyais même plus. Mais là, maintenant, je vois. » Alors, comment est-ce qu'on s'y prenait pour aider les patients à identifier leurs ressources? On leur proposait en fait de faire 3 tris de cartes différents. Dans le premier, on leur donnait toutes les cartes et on leur disait « Parmi ces ressources, lesquelles sont présentes dans votre vie ?» J'ai par exemple rencontré Ève qui m'a dit « Moi, je suis quelqu'un de très courageuse. Avec tous les événements difficiles, traumatisants que j'ai vécus dans mon existence, si je n'avais pas de courage, je ne serais plus ici aujourd'hui pour vous en parler. » Ensuite, j'ai proposé à Ève de faire un deuxième tri de cartes. J'ai gardé toutes les ressources qui étaient présentes dans sa vie et je lui ai demandé ces ressources, à quel point est-ce qu'elles contribuent à votre rétablissement? Quand vraiment vous allez mal, à quel point elles vous aident à vous sentir mieux? Là, Ève m'a dit sans hésiter, la reconnaissance. Elle m'a dit, vous savez, j'ai déjà été hospitalisée 8 fois à l'hôpital psychiatrique. Mon mari, mes enfants auraient pu m'abandonner depuis très longtemps, mais ils sont là, ils me soutiennent, ils m'encouragent. Et c'est ça qui me donne une deuxième chance. C'est ça qui m'aide à me lever chaque matin. Ensuite, j'ai proposé à Ève de faire un troisième tri de cartes. J'ai pris les ressources qui étaient présentes dans sa vie, celles qui étaient absentes, et je lui ai dit, parmi ces ressources, est-ce qu'il y en a que vous aimeriez développer ou renforcer davantage? Au total, on a fait passer cet outil à plus de 200 patients qui souffraient de troubles psychiques extrêmement sévères, chroniques. Et les résultats obtenus sont incroyables. Les patients qui avaient les souffrances les plus lourdes, les symptômes les plus difficiles à traiter, avaient également de nombreuses ressources. Voici les ressources qui étaient les plus présentes dans les qualités personnelles. La reconnaissance, l'humour et la curiosité. Et voici les ressources qu'ils souhaitaient le plus développer. La confiance en soi, l'espoir et le fait d'être davantage à l'écoute de leur corps. L'autre chose qu'on a constatée, c'est qu'une fois que les patients ont pris conscience de leurs ressources, donc après 1 heure d'entretien, ils ont eu davantage confiance en eux. Ils se sont sentis plus sereins, plus satisfaits de leur vie. Ils avaient le sentiment que leur vie avait plus de sens. Mais surtout, ils se sentaient plus heureux. C'est grâce à ces résultats obtenus qu'une vingtaine d'hôpitaux psychiatriques en Suisse et en France ont commencé à utiliser ce nouvel outil pour s'intéresser plus uniquement aux symptômes de leurs patients, mais aussi à leurs ressources. D'ailleurs, cet outil est adapté à tout un chacun. On l'a aussi testé sur des personnes de la population générale qui nous ont dit « Ah ouais, c'est vrai, cet outil m'a permis de prendre conscience de qualités, de compétences que je ne savais même pas que j'avais. » D'ailleurs, vous avez tous reçu une carte de ressources qui est en fait cachée sous le dossier de votre chaise. Je vous laisse le temps de la découvrir.
Posez-vous la question là maintenant. Est-ce qu'il s'agit d'une ressource que vous avez ou d'un loisir que vous avez dans votre vie? Si oui, est-ce que c'est quelque chose que vous activez, que vous utilisez dans les moments difficiles, quand ça va vraiment mal? Et est-ce que ça vous aide à vous sentir mieux? Et si c'est une ressource que vous n'avez pas, est-ce que c'est une compétence que vous aimeriez développer, renforcer davantage? Si un jour, vous traversez une tempête, comme ça peut arriver à tout un chacun, ou simplement que vous doutez de vous, prenez le temps d'identifier ces ressources, ces compétences, ces talents qui sont les vôtres, qui sont comme un trésor, qui ne demandent qu'à être activés pour vous sentir davantage serein, épanoui et heureux. Merci.